Pop, 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 Popcorn Bucket numéro 4, prise 2. Alors, cette semaine, on parle, comme d'habitude, vous le savez, de 3 films. Et j'en avais parlé mercredi pour les 0 spectateurs qui ont regardé le live que j'ai fait avec Édouard Jacques, mon ami, chef opérateur réalisateur, qui était pourtant, je trouve, assez intéressant. Mais bref, ça viendra. Donc, j'ai annoncé que j'allais parler de Gourou, de Pierre Ninet. Enfin, pas de Pierre Ninet du tout, de Yann Gozlan, mais produit par Pierre Ninet, coécrit par Pierre Ninet. Pierre Ninet est dans absolument tous les plans du film. Alors, des gens pourraient penser que je n'aime pas Pierre Ninet, surtout après ce que j'ai dit mercredi en fin d'émission et très rapidement, où j'annonçais que j'allais dénoncer le film. En fait, j'annonçais que j'allais dénoncer le film parce qu'on tournait mercredi et que j'ai tous mes camarades de plein de chaînes YouTube qui, effectivement, avaient déjà sorti la chronique à 11h le mercredi, ou à 16h, enfin peu importe. Mais c'est normal, c'est une sortie française, sortie attendue après l'affaire Boyarski, qui, je vous l'expliquais, ne m'avait pas beaucoup plu. Mais alors Gourou, ça m'a encore moins plu, hein, je vous le dis tout de suite, pour casser le suspense. Donc on assiste à un film réalisé par Yann Gozlan, qui est un pote de Pierre Ninet. Hein. Ils ont déjà fait 2 ou 3 films ensemble, dont La Boîte Noire, qui est plutôt pas mal. En fait, voilà, je vais vous expliquer le truc. Je n'aime pas Pierre Ninet, c'est pas vrai. J'aime Pierre Ninet, mais j'aime Pierre Ninet quand il cabotine, quand il fait de l'humour, quand il est dans des séries, des fausses téléréalités de Jonathan Cohen, ou de... Voilà, même sa série Casting était géniale sur Canal+, etc. Et donc, dans l'humour, je trouve que c'est un type, effectivement, avec son espèce de port de tête un peu altier, de beau gosse, tout ce que tu... Voilà, il est hyper fort. Dès qu'il joue un rôle sérieux, je sais pas, j'ai toujours un problème avec lui, j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est encore pire, c'est que quand j'y crois pas, à la limite, bon, voilà, tu subis le film, parce que moi, je ne pars jamais des salles. Tu subis le film, je sais pas, tu manges des pop-corn, tu te concentres sur tes pop-corn et ta boisson. Mais au moins, voilà, là, c'est pas qu'il est nul, c'est que je sais pas, il y a un truc, on n'y croit pas. Et le problème, c'est que l'histoire le dessert complètement. Alors, c'est pas forcément l'histoire, parce que essayer de faire un film, et c'est là où c'est le problème du film, c'est-à-dire que le problème du film, c'est le scénario. Pierre Ninet, il essaye de faire tout ce qu'il peut, il en balance des tonnes. C'est vraiment un film de performance d'acteur, et quand on voit comment il a été monté, c'est-à-dire complètement autour de Pierre Ninet, même en prod, c'est évidemment pas... Alors, il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est un caprice d'acteur et tout ça. Non, il essaye de faire quelque chose. Le problème, c'est le scénario, parce que, en fait, le scénario, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, ça doit être une sinusoïdale. C'est-à-dire que tu as des moments de cliff, des moments qui te montent, des moments qui te redescendent, pour te faire mieux remonter derrière. Là, le film est plat, ultra répétitif. Et en plus, le personnage de Pierre Ninet, moi, je le comprends pas. C'est-à-dire que c'est un espèce de mix d'influenceur, effectivement de coach, effectivement de gourou dans le sens sectaire, avec une espèce de couche de mise en scène de pasteur évangéliste américain. Sauf qu'en France, on n'a pas genre... Enfin, ou alors je suis vraiment déconnecté des réseaux, de tous ces influenceurs, coachs et tout. Pour moi, un coach, c'est Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, il te vend un truc, c'est réel. C'est-à-dire qu'en fait, Thibaut Inchep, il te vend une solution pour être InShape. Et quand tu vois comment il est gaulé, tu peux te dire, même si toi, tu ne réussis pas, et encore, faut-il savoir, si tu suis exactement tous ses conseils, que tu ne réussisses pas à être gaulé comme ça. Ça peut être génétique, ça peut être plein de trucs. Ça, c'est un coach. Voilà. Pierre Ninet, dans le film, effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle gourou. C'est plus un gourou, c'est plus... En fait, c'est un agrégat de plein de trucs un peu merdiques, un peu de scams qui existent, en fait, sur les réseaux et en dehors des réseaux. Et ça marche pas, en fait. Parce que ce personnage n'existe pas en France. Peut-être aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait un parallèle
avec une espèce de mentor qui l'a lancé là-dedans, lui, américain, mais qui, dans le scénario, représente finalement le côté lumineux de la force, sachant que lui serait le côté obscur de la force. Donc même là, scénaristiquement, il y a quelque chose qui est super bancal. Moi, je vous le dis, c'est 3 fois trop long, en fait. T'aurais fait un court-métrage de 25-30 minutes sur ce truc-là, ça aurait été super. Là, c'est 2h06, ressenti 3 heures. Easy. Et donc, tu regardes ta montre. Moi, j'ai trouvé une seule scène intéressante pour ceux qui vont aller voir ce film, ou qui le verront plus tard. Il y a une scène dans la forêt, avec Pierre Ninet, où la mise en scène... Le film est tellement claqué au sol que là, tout d'un coup, tu te dis, il y a une idée de mise en scène, quoi. Tu vois, donc tu te dis, ok, une idée de mise en scène. La musique, pareil, d'une lourdeur, mais aberrante, quoi, où toutes les scènes sont marquées musicalement pour vraiment bien te faire comprendre quelle émotion tu es censé ressentir quand tu regardes cette scène. C'est insensé de faire ça. Donc voilà, donc globalement, vous avez compris que j'ai pas trop aimé le film. Je me suis surtout ennuyeux. Je me suis surtout ennuyé. C'est ultra répétitif, encore une fois. Pendant les 2 tiers du film, en fait, les personnages n'avancent pas vraiment. Et quand ils avancent, je vous avouerai que le dénouement est très prévisible. C'est un peu le seul dénouement possible quand on a compris le personnage et le film, et que donc, même la fin, ça fait un peu plouf. Alors je regarde, j'ai un petit carnet, un peu à la Colombo, vous voyez, où je prends des notes, parce que j'ai tellement une mémoire de poisson rouge, que je prends des notes quand je regarde des films pour pouvoir comme ce format-là est un format qui n'est pas écrit, contrairement aux vraies chroniques, et contrairement aussi dans la cuisine, qui est plutôt écrite, là c'est vraiment comme je vous l'ai toujours dit, le Popcorn Bucket, c'est de la sortie de salle, de la sortie de canapé. Et donc, nous allons passer, bon an, mal an, au deuxième film, qui est, et je vais tout recommencer, parce que si j'ai mis Gourou là, je vais pas tout recommencer. Donc, le deuxième film, qui est donc Code 3. Code 3 disponible sur Netflix, réalisé par Christopher Leon et qui dure 1h44 avec, dans le rôle principal, Rainn Wilson. Et contre toute attente, les amis, j'ai aimé. Et oui, je vois que le film se fait pas mal défoncer sur les réseaux, mais en film, on voit bien que c'est un film à petit budget, et qui tente quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, c'est-à-dire ce mélange entre film et docu-fiction. Donc en fait, et documentaire plutôt, film et documentaire. Et j'appelle ça, donc il y a plein de docu-fiction, c'est des documentaires où on injecte pour faire des évocations de la reconstitution, en gros, des scènes de fiction. Et puis là, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que c'est un fiction docu. Donc c'est une fiction, mais qui se veut être un tout petit peu documentaire, et en plus, il y a un côté Bong Joon-ho, où en fait, ça se veut être un documentaire, ça se veut être une fiction burlesque. Donc c'est un mélange entre quelque chose de réel, parce que en fait, le film est basé sur des faits réels, encore une fois, et quelque chose de très burlesque. Donc l'idée, c'est que c'est là le shift, le shift, je sais pas comment on dit en français, d'un ambulancier, et c'est le dernier shift de l'ambulancier, parce que l'ambulancier prend pas sa retraite, l'ambulancier en a ras le cul d'être ambulancier, il n'en peut plus, et donc il a décidé de changer de métier, il a déjà trouvé son nouvel emploi, et il lui reste donc ce shift de 24 heures à faire, parce que c'est déjà 24 heures, donc toute une journée et toute une nuit, et là il va donc subir... Et c'est là où le film passe un peu en mode documentaire, surtout au niveau états-unien, c'est-à-dire que le film passe en mode... Toutes les interventions qu'ils vont faire donc, sont normalement des histoires vraies. Et là, on va voir donc, toute la misère du monde. La prise en charge américaine, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire des pays anglo-saxons. Nous, on a le SAMU, et on a même le SMUR. Le SMUR, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de sur-SAMU. Et donc la technique française,
qu'on déclenche le SAMU et ou puis le SMUR, c'est de stabiliser la victime sur place de la manière la plus parfaite possible, et dès qu'elle est stabilisée, de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle subisse les soins beaucoup plus lourds qu'elle doit subir. Dans les pays anglo-saxons, la technique, en gros, c'est j'arrive, je charge le patient sans quasiment rien faire, et j'essaye de tracer le plus vite possible à l'hosto, là où il y a des vrais gens compétents, pour essayer de le soigner. Vous imaginez bien que le taux de survie entre ces deux techniques est pas tout à fait la même, et que c'est pour ça qu'en France, on peut se vanter, même encore aujourd'hui, d'avoir parmi les services d'urgence les plus efficaces au monde, et je peux vous assurer que je préfère faire un infarctus en France qu'aux États-Unis. Bref. Donc tout ça pour dire que ce film mélange ces espèces de deux narrations, une narration qui paraît et surtout qui les mixe, voilà. Et donc on a un film un petit peu hybride où si on a bien suivi le début, on sait que tout est vrai, enfin que tout est arrivé, alors certainement pas dans une journée, mais dans un shift, mais là c'est certainement l'agrégation de plusieurs histoires, mais je crois que je l'ai déjà dit ça. Mais voilà, mais le film en fait, voilà, est un peu sans prétention, il fonctionne, surtout porté par ses acteurs. Les situations dont on sait qu'elles sont certainement réelles, bah, c'est un peu le côté bigger than life, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu te dis que c'est pas possible, alors qu'en fait tu sais que c'est possible. Et il se trouve que j'ai des parents médecins qui ont travaillé au SAMU, et je peux vous en raconter des histoires de gens, en particulier qui s'insèrent des choses dans le corps, vous y croirez pas. Bref, donc voilà, moi j'ai bien aimé le film, je trouve qu'il est sans prétention, on passe un bon moment. C'est bien joué, c'est burlesque comme il faut. On apprend aussi des choses. On se rend compte que le système de santé américain, mais on le savait déjà, a été claqué au sol. Donc voilà, Christopher Leon, 1h44, c'est sur Netflix. Ça s'appelle, je le remets, la petite affiche, Code 3. Voilà, on va donc maintenant passer au troisième film. Et là, vous en avez rien à foutre parce que c'est un film que tout le monde a déjà fait, que j'avais vu à peu près en même temps que tout le monde, mais je suis toujours partagé entre mes nouveaux formats, mes chroniques un peu ciné-club, etc., etc. Donc, c'est pour vous parler de The Rip, disponible sur Netflix, réalisé par Joe Carnahan, qui dure 1h55, et donc, alors, pour faire une mini parenthèse sur Joe Carnahan, c'est un type que moi j'ai découvert. Alors, je crois que c'est son premier film, mais je suis pas sûr. Il avait fait un truc qui s'appelait Narc, produit par Tom Cruise et un autre gros acteur hollywoodien dont j'ai oublié le nom, mais qui était vraiment réussi et prometteur. Parce que différent, voilà, c'était cool. Après, il a fait l'agence Tourisque. Enfin, pas après, il a fait d'autres trucs et tout, mais sur les trucs qui sont un petit peu mémorables, il y a l'agence Tourisque. Donc moi, j'ai eu un problème avec ce film, et ça c'est comme tout, quand on est très fan, quand on est enfant d'une franchise, dès qu'on change les voix, les gens, les machins, ça marche plus trop, quoi. Et vaut mieux faire comme ils ont fait avec The Fall Guy, l'homme qui tombe à pic, où finalement ils ont repris le nom de la franchise, mais ça n'avait quasiment rien à voir. Bref, The Rip, Joe Carnahan, voilà. Et surtout, et ça, c'est une promesse énorme, on retrouvait notre duo, Matt Damon, je bug toujours sur le nom de Ben Affleck, je ne sais pas pourquoi. Matt Damon, Ben Affleck, qui non seulement jouent tous les deux dans le film, et qui produisent tous les deux, puisque c'est des amis dans la vie depuis 1500 ans, qu'ils ont une boîte de prod qui s'appelle Artist Equity depuis 1500 ans. Ça date certainement de leur gros succès qui les a fait exploser à Hollywood, qui, je vous le rappelle, était Good Will Hunting, dont ils avaient fait le scénar et les rôles principaux tous les deux. Et donc c'est quand même, voilà, c'est un duo de potes, 17 films.
ces deux acteurs qui sont quand même très bons, ils ont besoin de rien faire, ni Matt Damon ni Ben Affleck pour exister dans un cadre de caméra cinéma. Et donc voilà, donc tu te dis, putain, et 1h55. 1h55 pour un gros film américain sur une histoire de keuf, etc., etc. Tu te dis, voilà, ça se passe à Miami, tu vois, ça sent le Michael Mann, tu vois, un peu, sur les bords. Et il y a un autre truc, et ça... Ouais, ça, moi, je l'ai senti très très vite, mais comme certainement beaucoup de spectateurs, c'est que c'est un film que certains appellent un film à plot twist. C'est-à-dire que on déroule une histoire, et puis à un moment donné, comme disent les Marseillais, à un moment donné, vers la fin, ou quasiment à la fin, poum, il y a une révélation, mais une révélation, tu avais eu des indices avant, mais t'étais passé à côté, bref. Typiquement, le film à plot twist, c'est Le Sixième Sens, et il y a 2 énormes problèmes au plot twist, ou 3. Le premier problème, quand tu fais un scénario à plot twist, c'est que t'as 2 solutions. Ou t'encules, excusez-moi de l'expression, ou tu te joues des gens, c'est-à-dire que tu mets aucun indice, et tu révèles à la fin, bah en fait c'était ça. Et là tout le monde se fait niquer, et ils ont tous intérêt à être vraiment sidérés par la fin, et vite sortir de la salle, avant de se dire, je veux qu'on me rembourse mes pop-corn. Ou t'as celui qui va laisser des indices tout au long du scénario, ou au moins à un moment du scénario, et là tu prends un énorme risque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens dans la salle qui comprennent le truc. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans Le Sixième Sens. C'est que vraiment, j'ai compris au bout d'un quart d'heure. Donc je suis désolé, alors, arrêtez la vidéo ceux qui n'ont pas vu Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Mais moi, j'ai compris instantanément qu'il était mort. Et j'étais au cinéma, et j'étais à côté de mon meilleur copain, qui s'appelle Morgan Stéphane, qui peut témoigner, et je lui ai dit, il est mort, c'est chelou ce film. Et là, il s'est retourné vers moi, il m'a fait, bah tu m'as tout spoilé. Et donc voilà, mais ça ne m'arrive jamais. Moi, je suis une merde là-dedans. Moi, la plupart du temps, c'est pas parce que je suis réel que je suis pas un spectateur. Moi, je me laisse embarquer par le film. Si c'est bien fait, je vois rien venir. Et à la fin, je fais genre, voilà. Là, c'est un peu la même chose, et sauf que pareil, putain, il laisse. Mais il le fait. Au niveau scénario, il le fait pour pas prendre les gens pour des cons, je pense. Mais il laisse un énorme indice, et en plus assez tôt dans le film. Et où moi, j'ai déconstruit le truc, et je me suis dit, putain, c'est lui. Et genre, c'est chiant, parce que non seulement ça te sort du film, parce que tu sais que t'as compris quelque chose, donc ça germe dans ton cerveau. Et après, c'est vrai que quand t'as découvert le plot twist, voir la fin du film, c'est quand même super moins intéressant. On va pas se mentir. Donc voilà. Après, effectivement, on a la première partie du film avec le casting qu'il y a est vraiment bien faite. C'est-à-dire qu'on rentre dans les personnages, on comprend les psychologies, etc., etc. Il y a encore notre ami Steven Yeun, qui s'appelle pas Steven d'ailleurs, parce qu'il est né en Corée, mais voilà, qui est donc le fameux Glenn de Walking Dead, et dont je vous ai parlé aussi vite fait, parce qu'il est dans Mickey 17 de Bong Joon-ho. Et puis voilà. Moi, en fait, sur le formel, ça m'a vachement fait penser à du Michael Mann. Alors, déjà, le film se passe à Miami, et Michael Mann est né avec la série Miami Vice, de flics à Miami. Et puis, il y a plein de côtés collatéral, hit, voilà. Les scènes de nuit où ça se tire dessus, qui sont les seules scènes d'action, parce qu'il faut bien faire vivre un peu d'action, et qui sont pas mal d'ailleurs. C'est juste le plot, et puis j'ai l'impression aussi que dans ce film, Damon et Affleck
se laisse un peu aller et je vais y revenir à la fin de la vidéo, c'est-à-dire tout de suite. Parce que... Ah oui, et je voulais dire aussi, il y a Kyle Chandler. Kyle Chandler, donc c'est peut-être le nom vous dit rien, son visage vous dit 1000 fois, le mec est dans 1 million de films qu'on a tous vus, King Kong, The Kingdom, Super 8, de J.J. Abrams, Le Loup de Wall Street de Scorsese, enfin bref. Et donc ça fait plaisir de le revoir, vite fait, voilà, on va dire. Et donc j'en ai... Alors, transition toute trouvée, The Rip, Matt Damon, qui est donc non seulement un des comédiens principaux, et vu sa notoriété, c'est là-dessus qu'on monte les budgets, mais il produit, avec son ami Ben, avec Equities, machin. Et je voulais revenir sur quand même Matt Damon, qui donc sort un film que j'ai pas trop apprécié sur Netflix, et souvenez-vous, je vous ai parlé du fait qu'il avait fait une interview où il avait dit que la façon de Netflix de travailler, maintenant il demandait aux producteurs de rappeler les enjeux du plot, tout, au moins 5 fois par film, 5 fois, j'avais fait 5 fois par film, et tout ça. Et donc c'est marrant parce que je pense que il a dit ça parce que The Rip subit ça un peu. Aussi, de toujours recontextualiser qui a fait quoi, nanana. Et en fait, encore une fois, c'est un peu comme dans d'autres films où genre on prend les spectateurs pour des cons. On est capable de suivre une intrigue, hein, même un peu compliquée. Voilà. On sait bien, enfin, on voit bien les tenants, les aboutissants du scénario et ses arcs. Et que donc, la pesanteur du film est peut-être due aussi au fait qu'il répète en permanence quasiment les mêmes choses, entrecoupées de 2 scènes de fusillade de nuit dans Miami, enfin dans la banlieue, les suburbs de Miami. Donc bref. Donc je comprends pourquoi Damon a dit ça, parce qu'il a dû le vivre sur au moins la post-prod de The Rip. Sinon, je voulais juste évoquer le retour de Silent Hill, hein, voilà. Donc, bande-annonce, c'est encore un film adapté d'un jeu vidéo, on n'a jamais réussi à le faire, la vérité. Mario, c'était pas mal, les gens vont me dire Minecraft, mais Minecraft, ça savait quoi de Minecraft dans Minecraft, à part que les gens étaient carrés, enfin... Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup d'espoir. L'annonce aussi de The Rambo ou Rambo, je sais plus quoi. Donc un nouveau Rambo. Et qui donc visiblement va être une origin story. C'était Rambo avant le Rambo 1. Et là je vais rejoindre mon collègue que je ne connais pas du tout mais qui s'appelle Dirty Tommy. Mais pourquoi faire en fait? C'est-à-dire que le Rambo est ultra pour moi corrélé, parallélisé à Rocky. C'est-à-dire que Rocky 1, c'était un film d'auteur qui abordait des vrais sujets, pour moi très prégnants, très intéressants, et qui n'aurait pas dû avoir de suite en fait, la vérité. Mais ça a tellement cartonné. Rambo, c'est la même chose. Stallone se réapproprie quelque chose, une vraie question sociétale finalement, c'est-à-dire les vétérans qui rentraient de la guerre du Vietnam totalement trauma parce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils avaient dû faire, et comment la société finalement américaine les rejette, et donc comment ce mec-là finit par péter un plomb, quoi. Voilà. Et puis ensuite Rambo 2, Rambo 3, ça devient un super guerrier. Mais en fait l'origine story de Rambo comme de Rocky, c'est le 1. On n'a pas besoin. Surtout que dans le 1, on explique très très bien pourquoi Rambo il est comme ça. Parce que dans le 1, que là tout le monde, là tous ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas vu depuis 25 ans, hein, j'en suis sûr. Dans le Rambo 1, c'est exactement ça. C'est que c'est l'origin story, c'est le mec rentre. Il y a d'ailleurs des flashbacks qui justifient son trauma de la guerre du Vietnam. Le type essaye 30 secondes de se réinsérer, il n'y arrive pas, il pète un câble. Parce qu'il a l'impression que non seulement il rentre d'avoir servi son pays contre des ennemis avec une violence extrême,
et que finalement il retrouve cette violence extrême et de rejet dans son propre pays, à qui il a sacrifié tout ce qu'il a pu sacrifier. Donc voilà, sans préjugés, hein, parce que le film, j'ai rien vu, j'ai même pas vu de bande-annonce, j'ai juste vu l'affiche comme tout le monde avec les petites plaques d'identification que les soldats américains portent pour les identifier en cas de décès. Violent, mais je vois pas l'intérêt à part faire du fric. Et je trouve que c'est très 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 compliqué de s'attaquer à ça en 2026. On va finir avec deux trucs dont je voulais parler aussi. Donc le premier film de Darren Aronofsky en IA. Alors ça émeut tout le monde. C'est un délire. Je crois que les gens n'ont pas bien compris. J'en parlais mercredi avec Édouard Jacques, mon chef-op historique, etc., qui vient de sortir donc 4 fois 52 minutes en série doc sur Napoléon III. Avec Bourré-Dia. Mais Bourré-Dia. Et moi, j'avais commencé, il y a plus d'un an, c'était à l'été 2024, où j'ai livré déjà un premier documentaire pour Canal+, que j'avais fait, où il y avait beaucoup d'images IA. Alors, c'est l'IA claqué au sol, hein. Alors, pas sur les visuels, sur l'animation des visuels. Voilà, c'était des jolies photos, un petit peu animées, avec un mouvement de caméra dessus. Moi, je comprends pas bien ce côté IA, pas IA. L'IA, en fait, c'est un peu comme quand l'iPhone est sorti, se dire « Ouais, je suis contre l'iPhone ». C'est une révolution de dingue. Encore une fois, c'est quelque chose dont on peut faire tout et n'importe quoi. Le mieux comme le pire. Que bien évidemment que ça va éliminer des métiers, mais certainement pas les plus talentueux. La série doc, et regardez encore une fois ce live qui est vraiment bien d'Edouard, c'est de l'IA qui est retravaillé par un graphiste qui est un graphiste, qui est un réal en fait, en tout cas en termes de créativité, etc. Et ça donne le résultat que ça donne. Donc pareil, c'est comme le truc d'Aronofsky, c'est pas super réaliste, enfin, on sent le côté artificiel, comme disait Dirty Tommy, je crois. Mais on sent aussi le côté intelligence. Et qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits audiovisuels qui ne pourraient pas sortir avec cette qualité sans l'IA. Donc, on se dit quoi ? On se dit, on les sort pas, parce que c'est pas juste, ou on se dit, on a les moyens de les sortir avec l'aide de machines, et on les sort. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je finirai ce très long enregistrement par Catherine O'Hara. Cette bonne vieille Catherine O'Hara, la maman qu'on aurait tous voulu avoir et en même temps qu'on n'aurait jamais tous voulu avoir. C'est-à-dire la maman de J'ai raté l'avion, Maman j'ai raté l'avion, qui est décédée, voilà, aujourd'hui, ce soir. Donc forcément, pour certaines générations, ça va faire un truc comme pour moi. Parce qu'on a tous rêvé d'avoir cette mère qui en même temps avait l'air aimante et en même temps tellement distraite qu'elle pouvait te laisser quelques jours tout seul à kiffer ta race sans adulte, même si tu devais te battre contre les casseurs flotteurs. Bref, voilà. C'est fini pour ce petit Popcorn Bucket numéro 4, prise 2. Je vous aime tous, je vous embrasse. Abonnez-vous, partagez la chaîne, dites à vos voisins de s'abonner, à votre boulanger, je sais pas, votre mère, votre beau-père, et forcez-les à regarder les vidéos un peu. Ça me donnera un peu de force pour continuer encore un peu. Parce que je vous cache pas que, comme j'en ai plusieurs fois parlé, on arrive un peu à la fin de la foire, où on compte les bouses, et clairement, pour l'instant, ça le fait pas, c'est normal. C'est pas faute, hein, je devrais plus performer. Bref, je vous aime, mes petits bouffeurs de popcorn. On se retrouve certainement lundi pour une chronique. La chronique que je vous ai promis la semaine dernière, mais que j'ai pas faite.
Mercredi, j'essaierai d'avoir un invité sur la cuisine, sinon ce sera repoussé, mais je pense bien en avoir un. Et vendredi prochain, comme d'hab, le petit popcorn bucket pour savoir ce qu'on peut regarder ce week-end pour se détendre la nouille sur un canapé ou un gros fauteuil de cinéma. Ciao.